femmes et les jeunes. Et donc tout cela a fait partie de nos échanges depuis le 19 au matin, depuis hier matin. Je dis que c'est un succès parce que nous avions des objectifs avec ce sommet, à savoir mener des discussions interactives. Nous avions un nouveau format avec ce sommet que j'avais proposé aux États et gouvernements à travers leurs représentants. Et ce nouveau format était un format plutôt interactif qui permet aux chefs d'État d'avoir de vraies conversations. Nous passions donc d'une formule classique de réunion à une formule plutôt informelle, conversationnelle et qui nous a donné de très bons résultats puisque nous avons su nous adapter à ce format, nous avons su dégager des résolutions importantes. Nous avions dans ce sommet deux sujets thématiques. Les jeunes et les femmes, d'une part. Ensuite, le numérique, qui était aussi le thème de ce sommet, sur le plan thématique. Et nous avions deux huis clos, séances à huis clos, donc que avec les chefs d'État, à savoir la francophonie de l'avenir, donc les mesures qui sont en cours pour transformer notre organisation, l'ajuster à l'avenir, bien l'inscrire dans les problématiques importantes pour nos citoyens. Et le deuxième huis clos était un huis clos politique qui était la défiance citoyenne. J'avais choisi ce sujet pour ce huis clos des chefs d'État parce que la relation entre gouvernants et gouvernés à travers le monde et à travers le monde francophone est une relation qui est compliquée depuis quelques années. Et nous avons eu de très beaux échanges sur ce sujet. Nous avons d'ailleurs émis l'idée de continuer cette conversation sur la défiance citoyenne en incluant des acteurs autres que les autorités politiques, les chefs d'État et de gouvernement. Nous allons très certainement en 2023 continuer cet échange, cette réflexion sur comment améliorer la relation entre citoyens et gouvernants et dans un format qui est beaucoup plus inclusif qu'avec les chefs d'État. Nous attendons donc d'organiser cette séance. La Tunisie qui vient de présider ce sommet donc a la tâche belle mais importante et difficile aussi, puisqu'on est donc dans cette modernisation, de présider les réunions des chefs d'État, de présider les réunions d'instance de notre organisation pendant les 2 prochaines années. Et la France va accueillir le prochain sommet de la francophonie en 2024, vers la fin de l'année 2024 à Paris, dans la nouvelle cité internationale pour la langue française, située à Villers-Cotterêts, à peu près 1 heure de Paris. J'ai été réélue pour un deuxième mandat de 4 ans à la tête de cette organisation. J'ai été bien évidemment heureuse d'avoir cette confiance renouvelée des chefs d'État et de gouvernement. J'ai pris cette marque de confiance avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus d'énergie pour notre organisation jusqu'en 2026. J'aimerais terminer mon petit propos par le village de la francophonie à Djerba. Un village qui a rempli, qui a coché toutes les cases sur les objectifs de cet espace en marge du sommet de la francophonie. L'objectif d'un village de la francophonie, c'est d'apporter le monde francophone aux communautés, aux pays hôtes du sommet et en même temps amener les communautés et le pays hôte vers le monde francophone.
je pense que ce pari a été largement gagné. La participation des Tunisiens, y compris ceux qui viennent de très loin de Djerba, on nous a dit, pour certains jours de la semaine de ce village, jusqu'à 15 000 plus personnes, du matin jusque tard la nuit, avec beaucoup de joie, d'interaction. Nous avons accueilli des enfants, nous avons accueilli des jeunes et des personnes beaucoup plus âgées. Et je n'ai aucun doute que les participants qui viennent, comme vous le savez, de nos 88 États et gouvernements sur les 5 continents, sont partis, je pense, avec un petit morceau de Djerba dans leur cœur. Et nous sommes très, très reconnaissants aux Djerbiens pour leur accueil, pour leur amitié. Nous allons donc, pendant ces 2 prochaines années, nous atteler à mettre en application les décisions de ce sommet qui viennent s'ajouter au travail que nous faisons déjà à la francophonie, à la fois l'OIF que je dirige et nos opérateurs, plus l'Assemblée parlementaire de la francophonie, plus nos partenaires internationaux dans le monde multilatéral et autres. Voilà donc pour ce 18e sommet de Djerba et je vous remercie d'avoir attendu. Nous avons pris un tout petit peu de retard et je suis heureuse de prendre vos questions. Alors, avant de passer aux questions, je vais juste rappeler que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vous demanderai d'abord, ceux qui auront l'opportunité de poser une question, je vous demanderai de vous présenter le média que vous représentez et surtout d'être concis. On va commencer avec Madame. Madame Frijari, Radio Soleil France. En fait, vous avez évoqué pas mal de fois le mot francophonie opérationnelle. Je voudrais poser ma question par rapport aux recommandations pratiques et opérationnelles en ce qui concerne le visa francophone pour les étudiants, pour faciliter la circulation en fait, entre les pays francophones pour les études, et les recommandations pratiques concernant la création de postes d'emploi, et le dernier volet concernant la création d'un espace économique francophone. Et merci. Merci beaucoup. Alors, le visa francophone n'était pas à l'ordre du jour. C'est une demande qui est là depuis quelque temps. Vous savez qu'en matière d'immigration, de visa d'entrée, c'est par rapport aux politiques respectives des États francophones. Les États francophones ne sont pas encore à ce niveau-là, mais c'est une demande qui continue. Bien évidemment, dans ce sommet, on a exprimé notre désir de voir les populations francophones se connaître entre elles, de faciliter la circulation des talents, des biens, des services, mais il n'y a pas eu de conclusion sur un visa francophone puisque cette question n'était pas à l'ordre du jour. Maintenant, pour la francophonie économique, vous savez que dans quelques 30-45 minutes, nous allons ouvrir ici à Djerba le Forum économique de la francophonie. Pour nous, à l'OIF, qui avons mis en place une stratégie de la francophonie économique, nous sommes depuis 1 an et demi, bien évidemment avec la période sanitaire qui a été compliquée, surtout sur la coopération intra-francophone. Et surtout au niveau des petites et moyennes entreprises, nous avons cette année pu amener à peu près 200 opérateurs économiques de différents niveaux en Asie du Sud-Est, venant du reste du monde francophone. Nous avons été à Hanoï, à Ho Chi Minh Ville au Vietnam, nous avons été à Phnom Penh au Cambodge, nous avons été à Kigali au Rwanda, ma ville natale, et à Libreville au Gabon, donc l'Afrique centrale et de l'Est et l'Asie du Sud-Est. Nous avons des projets pour l'Afrique du Nord, pour le Québec et d'autres régions. Cette coopération intra-francophone est un fruit mûr qui attend d'être cueilli par les opérateurs économiques francophones. Bien évidemment, nous considérons l'emploi des jeunes comme une partie importante de la francophonie économique, puisque sans l'emploi,
qui est la demande primordiale des jeunes francophones. On ne peut pas contribuer à l'économie de nos pays. Et je dois dire aussi que nous sommes conscients, enfin je suis très consciente et je pense nos États aussi, que le rôle de notre organisation, c'est d'apporter une contribution là où nous avons une plus-value. Nous sommes depuis 2019 dans une logique de resserrement sur des projets phares d'impact. Et donc, au-delà de la coopération intra-francophone, nous contribuons à l'employabilité, à l'emploi. Nous avons un projet phare à l'OIF de formation de 250 000 jeunes francophones, formation dans le domaine du numérique, aux différents emplois dans le domaine du numérique. Ce programme a déjà commencé. Le soutien aux femmes entrepreneurs à travers l'espace francophone, la contribution économique, surtout aux femmes rurales de l'espace francophone, surtout en Afrique, mais aussi en Haïti et au Liban. La francophonie économique, la francophonie avec elle, qui est un fonds que j'ai mis en place au début de la période de Covid pour venir en soutien économique aux femmes qui ont perdu leurs moyens de survie. Il y avait une troisième question dont je ne me rappelle pas. D'accord. Parfait. Bonjour Madame Louise Mouchiki-Wabo, Isabelle Mourgère pour TV5 Monde. Il y a eu un geste qui a frappé au moment de la photo de famille. Comment réagissez-vous au refus du Premier ministre de République démocratique du Congo de poser sur cette photo, M. Lukando? Je n'ai pas du tout fait attention à qui était dans la photo, qui n'était pas. S'il n'était pas là, c'est regrettable. On aurait aimé l'avoir avec nous. Merci. Merci pour votre réponse. Je vous en prie. Madame la secrétaire générale, pour votre nouveau mandat, est-ce que concrètement, quels sont les endroits là où vous allez mettre un accent particulier? Il y a une continuité avec les jeunes et les femmes ou bien il y a d'autres perspectives? Merci. Alors, quelques actions concrètes pour ce prochain mandat. Nous avons, surtout dans les recommandations aussi qui ont été faites autour des tables rondes, je vais sérieusement m'atteler à la présence de la langue française sur Internet. Avec les contenus francophones, nous allons à la fois développer, mais aussi nous assurer que les produits francophones, les contenus francophones sont disponibles et, comme on dit dans le jargon consacré, découvrables sur la toile. Je vais aussi accorder une attention très particulière aux industries culturelles qui sont aussi un domaine où il y a beaucoup de talent, mais peut-être pas assez de visibilité et surtout pas de retombées économiques pour les acteurs culturels. Nous allons bien évidemment continuer le travail politique aussi avec une meilleure analyse des situations conflictuelles dans le monde francophone. Nous allons, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous repencher sur la question de la défiance des citoyens vis-à-vis de leurs dirigeants et bien évidemment les femmes et la question de l'égalité femmes-hommes étant une priorité à la fois de l'OIF mais personnelle aussi. J'aimerais beaucoup pouvoir obtenir des fonds, beaucoup de fonds pour alimenter le fonds La Francophonie avec elle qui nous donne des résultats formidables depuis 2020 dans le soutien économique aux femmes rurales dans l'espace francophone, surtout tout début de l'année 2023 avec un accent particulier sur les femmes du Liban. Encore une question, monsieur? Nous avons encore 5 minutes. Si je comprends bien, vous parlez d'une francophonie de proximité qui inclut la société civile.
n'a-t-on pas besoin aussi de volonté politique? Et cela nécessite-t-il aussi qu'il y ait une révision des statuts de l'OIF? Alors, vous avez raison. Toute action qui a été identifiée comme une action importante, surtout dans le domaine politique, touche à la volonté politique. Quand on a des dirigeants d'un pays qui ne font pas attention aux besoins des citoyens, que ce soit des besoins sociaux, économiques, politiques, quand on a des pays où les citoyens n'ont pas beaucoup à dire par rapport à la manière dont ils sont gouvernés, cette ouverture doit venir des acteurs politiques. Donc, bien évidemment, la volonté politique, et d'ailleurs ça va au-delà du domaine politique aussi, mais la francophonie de proximité aujourd'hui est incontournable. Nous sommes dans un monde où les demandes sont de plus en plus exprimées, où surtout grâce aux réseaux sociaux, l'information passe très rapidement. Et donc, pour nous, dans nos beaux bureaux sur Avenue Bosquet à Paris, et dans nos représentations, nous avons 13 représentations à travers le monde. Nous allons continuer ce travail-là, mais nous allons décentraliser beaucoup plus, aller à la rencontre des citoyens, équiper nos représentations extérieures en ressources humaines, en ressources financières pour qu'ils puissent mettre en application nos décisions, mais aussi pouvoir nous donner un retour sur les demandes des citoyens qui sont, à mon avis, très légitimes. Est-ce qu'on prend une toute dernière question? Toute dernière. Ça fait plaisir de voir autant de femmes ici à cette conférence de presse. Oui, monsieur. Elie Soumaï, journaliste d'IONFM. Alors, je tiens d'abord à vous féliciter pour votre réélection, donc à la tête de l'OIF pour le deuxième mandat. J'ai deux questions. Alors, la première, s'agissant des tensions, avez-vous débattu des tensions qui existent entre certains pays aujourd'hui? Je parle donc, par exemple, donc ce qui se passe en RDC avec le Rwanda, l'Arménie, également avec d'autres pays limitrophes. Alors aujourd'hui, comment l'OIF est en train de gérer ce dossier-là? Et ensuite, la deuxième question, elle est classique, mais aujourd'hui, je dirais, même si la francophonie acte pour le multilinguisme, mais la réduction peut-être de ceux qui sont en train de parler le français, de solliciter le français en faveur de l'anglais, est-ce que l'OIF aujourd'hui est en train de travailler sur cette question-là? Même si je suis de genre à penser qu'on ne doit pas supplanter une langue par rapport à une autre. Il faut être donc sur plusieurs langues, mais le constat est édifiant sur cet aspect-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Toutes les zones de conflit et de tension que vous avez mentionnées ont été sujets de longs débats. Avant d'arriver au sommet, il y a des étapes de discussion et de décision sur les sujets amenés au niveau des chefs d'État. Et donc l'Est de la République démocratique du Congo a été discuté par les représentants à Paris, aussi au niveau des ministres. Notre déclaration, la même chose avec l'Arménie, qui est aussi un État membre important de l'organisation, qui avait d'ailleurs la présidence de notre organisation, qui vient de passer la main à la Tunisie. Tous ces sujets ont été évoqués. Alors, comme je l'ai dit à un de vos confrères, la francophonie est une organisation qui soutient, qui est un catalyseur, qui, comme on le fait souvent, moi-même je le fais souvent, œuvrons pour la médiation entre les parties en conflit, apportons des soutiens techniques sur des domaines importants, des domaines, par exemple le domaine électoral, qui est une spécialité de notre organisation, notamment la fiabilité des fichiers électoraux, sur la présence des femmes dans le monde politique, sur la désinformation, qui est un vrai fléau aujourd'hui,
et qui, au-delà d'ailleurs du domaine politique. Et donc, tous ces sujets ont été débattus. La déclaration de Djerba contient les aspirations ou les recommandations par rapport à tous ces conflits, mais nous, comme beaucoup d'autres organisations multilatérales d'ailleurs, nous donnons la priorité, nous travaillons en subsidiarité avec les organisations régionales et sous-régionales qui sont beaucoup plus proches de ces conflits, mais tous ces pays font partie du champ d'action politique de notre organisation. Alors, le recul de la langue française. Je voudrais d'abord vous informer que la langue française progresse et ne recule pas dans le monde, mais la langue française avance en termes de locuteurs de la langue française grâce à la démographie qui est galopante aujourd'hui en Afrique. L'Afrique a 32 pays membres sur 88, 29 membres à part entière, donc votants de l'organisation. C'est le bloc le plus important de la francophonie, aux côtés des pays de l'Union européenne, 19 membres de l'Union européenne, aussi majoritaires. Donc majoritaire à l'Union européenne et majoritaire à l'Union africaine. Là où la langue française recule, c'est dans les organisations internationales, en Europe, et si on veut être un peu plus précis, si jamais on ne continue pas d'éduquer en français, d'enseigner le français et en français, sur le continent africain en particulier, la langue française va continuer de décliner. Alors, pour moi, vous l'avez dit vous-même dans votre question, je ne crois pas du tout en la suprématie d'une langue ou en un combat de langue. Je crois que le monde aujourd'hui est un monde où les langues cohabitent, à part la France d'ailleurs. Les autres 87 États membres de notre organisation ont d'autres langues que la langue française, des langues maternelles, des langues nationales, etc. Moi-même, je viens d'un pays qui a 4 langues officielles. Mais ce qui est important pour moi, en tant que secrétaire général de la francophonie, c'est de faire des efforts pour que la langue française occupe sa place en harmonie et aux côtés d'autres langues. Et donc, certainement, il faut des efforts supplémentaires. Nous avons beaucoup parlé de la langue française dans ce sommet avec une déclaration des chefs d'État sur la langue française. Nous avons aussi des projets phares dans la langue française qui sont surtout l'enseignement de la langue française dans différents pays qui en ont fait la demande. Donc, les efforts continuent. L'Afrique porte la langue française en termes démographiques, mais, et c'est le constat, aujourd'hui, la lingua franca du monde, l'anglais, bien évidemment, est une attraction, surtout par rapport à la jeunesse. Pour moi, ce n'est pas un problème. Ce serait un problème si la langue française continue de capituler, je crois, et c'est les efforts que je déploie tous les jours, que la langue française doit absolument bien s'asseoir aux côtés d'autres langues et surtout continuer à augmenter les connaissances en langue française pour que le nombre de locuteurs ne recule pas. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une des villes francophones, bientôt. Merci. Merci à vous.